Eh bien, nous retrouvons Soisic Belin et je suis ravie que vous parliez du piercing parce que justement, le piercing, c'est une agression sur le corps, même si c'est très à la mode. Et j'apprécie votre piercing sur la narine, Soisic Belin. Vous l'avez remarqué. Bah oui, c'est fait pour ça. Un piercing, c'est fait pour ça. Et d'ailleurs, on ne le met pas par hasard à un endroit particulier du corps. Effectivement, non, il y a un choix de côté aussi. Enfin, tout est dans la finesse et dans la symbolique surtout. Oui, effectivement, je voulais m'intéresser aux modifications corporelles. Alors il y a le tatouage aussi, mais je le laisse de côté pour le moment. Et particulièrement du coup à l'art du piercing, le body piercing, soit le fait d'incruster dans sa peau une ornementation après l'avoir perforée. Alors, il faut rappeler qu'avant il y avait les boucles d'oreilles quand même. Oui, c'est la base, Alors tantôt considérée comme une pratique commune, je vais vous faire un petit historique donc de cette pratique, et tantôt bannie, et puis ensuite reléguée à une certaine partie de la population. L'art du piercing, car c'est un art dont on parle, ne convainc pas tout le monde. Et puis je vais aussi m'intéresser au piercing érotique. N'est-ce pas ? Alors pour ma part, je suis percée, donc on est dans l'immersion aujourd'hui. Je suis percée, j'ai commencé tôt, à 6 ans j'ai eu les lobes d'oreilles percés, puis le nez à 15 ans, ma mère m'avait fait une dérogation, puis mon nombril à 16 ans, et ensuite je me suis amusée avec mon corps. J'ai enchaîné avec le cartilage de l'oreille, des 2 oreilles, le tragus, c'est le petit trou qui se situe, si je m'éloigne du micro, c'est pas une bonne idée, puis la lèvre, en dessous, puis la langue, et il y a 2 ans, le téton gauche, lors d'une session de piercing dans un bar. Alors ça, c'était un peu de l'ordre de la folie. Mais la question que je peux me poser avec du recul et à laquelle je pense avoir une réponse, c'est pourquoi ? Parce que, outre les lobes d'oreilles qui sont assez évidents, on porte plus que rarement des boucles d'oreilles à clip, et puis ces machins ne tiennent pas vraiment, il suffit qu'on tourne la tête pour qu'ils glissent ou tombent. Bref, en dehors des lobes d'oreilles, les autres piercings, je les ai faits pour leur esthétisme, mais aussi pour me démarquer à l'adolescence notamment, vous en parliez tout à l'heure, et surtout, à l'adolescence, on veut se créer un look, un personnage, une véritable personnalité, et le piercing rentre en compte. Et puis, il y a le côté cérémonial aussi. C'est une évidence, le piercing, ça fait mal. Et sans rentrer dans le sadomasochisme, dont on parlera un petit peu tout à l'heure, cette petite douleur avait l'effet d'un rite de passage. Je faisais partie de la communauté de ceux qui avaient bravé la douleur pour s'incruster un diamant dans le nez. C'est simple finalement, un peu bête me direz-vous, mais cet aspect communautariste a toujours existé avec le piercing et l'ornementation corporelle de manière plus générale. C'est un acte de reconnaissance. On retrouve des traces archéologiques du piercing dès le néolithique, avec la présence des lobes d'oreilles percés et trous élargis de la momie Otzi. Et puis on le retrouve également, excusez-moi, donc les oreilles percées, et puis on le retrouve aussi dans les représentations humaines de Bouddha, qui apparaît dès le 2e siècle après Jésus-Christ, avec des déformations très élargies au niveau des oreilles, ce qui implique qu'il fut percé à cet endroit avant de se déposséder de ses bijoux pour devenir le Bouddha qu'on connaît. Et puis il y a le piercing de la langue, qui était commun chez les Aztèques et les Mayas. Il permettait de mettre en place une communion entre l'humain sacrifié et les dieux. Le piercing à la lèvre, que l'on retrouve chez les Aztèques, qui était une pratique réservée aux hommes de caste supérieure. Donc il y a aussi un élément très social aussi. Le piercing au nez, que l'on retrouve en Inde également, dans les castes supérieures. Le piercing au nombril, lui, qui est un peu plus récent, puisqu'on parle d'une apparition à Hawaï pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on n'est plus du tout dans des traditions anciennes, et on retrouve le piercing génital, lui, par exemple, dès l'Antiquité. Il y a l'infibulation du prépuce, qui consiste à faire passer un anneau, la fibule, cet anneau qui permettait aussi de nouer, de modeler les toges à l'époque romaine, et à travers le prépuce pour empêcher du coup le coït. Cette pratique était celle des Romains pour placer un cadenas, et cela concernait les écoliers dans un but anti-masturbatoire, les chanteurs et les comédiens et les gladiateurs aussi. Ça leur permettait de conserver une certaine chasteté, et soi-disant leur permettait de garder la voix adéquate et les forces dont ils avaient besoin pour rentrer dans l'arène. Voilà. Et puis donc tout ceci a évolué. Les piercings érotiques, j'imagine que vous connaissez, Brigitte, le prince Albert. Exactement. Voilà, le très renommé. La légende veut que son nom vienne du prince Albert, et nous parlons ici du prince Albert de Saxe, pas le prince Albert de Monaco. Non. À cette époque, la bourgeoisie portait des pantalons moulants, et le prince Albert aurait fait ce piercing afin de masquer sa protubérance en faisant passer une cordelette dans l'anneau et en l'attachant vers l'intérieur de sa cuisse. Il a ensuite toute une liste d'autres piercings
à connotation sexuelle, puisqu'ils sont censés aider les hommes et les femmes, leurs partenaires, à prendre du plaisir. Donc là, je vous invite à prendre des notes, à googliser, car c'est assez visuel. Il y a le piercing empalangue, qui est un piercing qui se situe à la surface du gland, perpendiculairement à l'urètre. Il existe aussi en version horizontale. Le piercing empalangue date d'une époque lointaine, toujours. Il vient de la tribu des Bornéo. Il aurait pour but initial d'augmenter le plaisir de la partenaire, d'éloigner les mauvais esprits et servirait également de rite d'initiation. Il y a le piercing d'ido qui passe sous la couronne du gland, de l'arrière vers l'avant, sur la surface du pénis. Il est peut-être quasiment réalisé que sur des hommes circoncis, vu sa forme. Il y a le piercing lorum et le piercing affada, qui sont deux piercings qui percent la peau des testicules. Le piercing lorum se situe directement sous le pénis. Le piercing affada, quant à lui, se situe sous le pénis, mais plutôt sur le côté. Et puis, il y a le fameux piercing du frein, qui traverse le frein du pénis de gauche à droite, sous la base du gland. Et il servait à la base aux moines, à s'abstenir les moines de toute relation sexuelle. Bien sûr. Donc c'est toujours il paraît la contenance. Il est très douloureux, celui-là, et on peut le comprendre, on peut l'imaginer. Enfin, pour moi, ils sont tous ultra... Apparemment, le prince Albert passe assez facilement et la guérison est très, 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 très rapide. Mais pour tous les autres, je me pose réellement la question, pourquoi ? Parce que pour moi, un piercing dans la langue, il y a effectivement ce petit côté érotique, mais moi je ne l'ai pas fait pour ces raisons-là. Un piercing au nez, il y a un côté esthétique en dehors des grandes traditions indiennes dans lesquelles on ne vit pas ou ne vit plus. Oui, mais on l'a dit au début de votre chronique, de toute façon, Soisic, on met le piercing à un endroit particulier. Et mettre un piercing sur son pénis, quand on sait l'importance du pénis pour les hommes, ça n'a rien d'étonnant. Moi, je ne suis pas surprise. Il suffit de quelques millimètres pour qu'il y ait une distinction entre... Sans oublier que parfois ça s'infecte, etc. Voilà. Bon, on est bien d'accord, mais c'est pas surprenant. Après, ça dénote peut-être d'un petit peu de masochisme. Sadomasochisme, certainement. Certainement, on est certainement dans quelque chose qui va un petit peu de ce côté-là, mais je suis pas surprise, moi. En tout cas, si aujourd'hui, et ce depuis les années 70, tout ceci paraît normal, ce ne fut pas le cas dans tous les temps. Au Moyen-Âge, ce sont les marginaux qui portent les anneaux, la religion interdisant les modifications corporelles. À la Renaissance, avec la redécouverte de la culture antique, comme on voit que tout ça vient pas mal des cultures antiques et autres, eh bien cela revient à la mode. Il y a un inversement et c'est la bourgeoise qui porte la boucle d'oreille. Au XVIIe siècle, d'ailleurs, les marins avaient pour coutume... d'ailleurs, vous savez pourquoi les marins portent une boucle d'oreille, un petit anneau à l'oreille? Pas du tout. Je ne le savais pas. Alors, je pensais que c'était un point d'acupuncture pour éviter le mal de mer. Eh bien non, pas du tout. En fait, ils le portent parce qu'ils ont coutume de placer leur fortune dans les boucles d'oreilles. Donc, ils achetaient les boucles d'oreilles avec l'or le plus fin qui puisse exister, enfin le plus précieux, et pour éviter de se le faire voler. Donc, ils avaient toute leur richesse dans l'oreille. Enfin, sur l'oreille. Et en cas de décès, ces dernières servaient à payer leurs obsèques. D'accord. Voilà. Donc on apprend plein de choses avec le piercing, mais en tout cas, quand on parlait d'adolescence et de besoin de s'affirmer, sans aller jusqu'à dire que le piercing fait du mal à son corps, je trouve pas ça gênant qu'une adolescente ait envie, en fait, de costumiser, entre guillemets, son corps en le pierçant, puisque, contrairement au tatouage, il n'est pas définitif. C'est ça, on peut l'enlever. Voilà. Il y a pas de... Tandis qu'un tatouage, il reste marqué à vie. Oui, voilà. Il vieillit pas toujours très bien. Et si ça fait du bien, et si ça permet de prendre un petit peu... C'est normal, vous en avez, vous n'allez pas dire le contraire. Oui, alors je les ai tous enlevés. Il ne reste plus que celui-ci, je précise. D'accord. Enfin, si, au téton aussi, mais bon, il partira bientôt celui-là. On ne demandera pas pour vérifier que vous enleviez votre pull. Vous pouvez rester couverte. Merci Soisic Belin, en tout cas, de cette historique du piercing.